Le Congo traverse-t-il une crise silencieuse plus profonde qu'il y paraît quand les lois ne sont pas respectées, que les institutions sont contournées ou ignorées? C'est l'équilibre même de la République qui vacille. On parle alors d'anomie institutionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Quels en sont les symptômes, les dangers et les pistes pour en sortir? C'est le thème de ce soir dans les chroniques des BFN avec Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Brony, bonsoir à toi. Bonsoir Gabriel. Et bienvenue. Merci beaucoup Gabriel. Brony, tu as utilisé une expression forte, anomie institutionnelle. Pourrez-vous expliquer ce concept à nos internautes? Bon, l'expression anomie institutionnelle paraît forte. Bon, je ne le pense pas. Mais ça veut dire simplement ce que nous vivons au quotidien dans ce pays. C'est l'affaiblissement des institutions, c'est le décalage entre les lois, les règles, les principes étatiques et leur application. C'est aussi l'hégémonie de l'homme sur les institutions. C'est aussi ce que nous constatons quand les hommes, les décideurs, ou même les simples citoyens aussi, contournent les institutions pour agir. En ce moment, l'État commence à fonctionner au gré des intérêts personnels. On est dans une sorte, j'ai envie de dire, d'une machine administrative grippée, où rien ne va, et que ce sont les hommes qui totalement sont aux commandes et qui remettent, donc qui relèguent au second plan les institutions qui devaient être fortes. Et vous allez vous rendre compte que même le pouvoir, vous allez vous rendre compte de la personnalisation du pouvoir. C'est ça l'anomie institutionnelle. Donc, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est ce que le Congo vit, c'est ce que l'Afrique vit dans certains États. Donc, il y a rien qui soit fort ou qui ferait peur, qui serait dangereux dans cette expression. Quels sont les signes concrets que nous vivons cette situation ici au Congo? Voilà. Les signes sont clairs. Je commence d'abord par l'actualité. On parle aujourd'hui de détournement. On a vu un compatriote qui est aujourd'hui, on va dire, traqué par la justice en la personne de Silver Dongo Dizidane. On parle de détournement de fonds au niveau du Trésor. Et vous avez, je ne commente pas aujourd'hui la décision de la justice. Je ne fais non plus un jugement sur ce que je fais. Je vais juste, moi, m'appuyer sur ça. Prends des exemples. Voilà, un exemple, juste un exemple. Mais bien avant ça, nous avons connu dans ce pays, vous vous souviendrez, l'ancêtre de HALC, de la HALC, la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Nous avons l'Observatoire de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. On se souvient que l'Armée Mungele, à l'époque, qui était donc le chef, avait publiquement présenter les documents qui culpabilisaient, sinon des documents qui indexaient, j'ai envie de dire, l'un des ministres congolais qui l'accusait d'avoir détourné les fonds de la construction du siège de l'OPEP. On a vu comment les partis politiques, la majorité présidentielle, surtout le PCT à cette époque-là, voilà, le PCT a monté au créneau, les partis de la majorité ont monté au créneau pour protéger ce ministre qui est toujours en fonction. On se souvient aussi que selon l'ONG publié ce que vous payez, qu'il y aurait eu à peu près 164 milliards de francs CFA qui seraient détournés, destinés donc à la construction des infrastructures sanitaires et qui seraient détournés selon donc cette ONG. Et nous avons dans ce pays connu aussi les fonds détournés, les fonds destinés à l'agriculture, au développement de l'agriculture qui ont été détournés. Et on se souvient aussi du cas Figa où 15 000 milliards ont été volatilisés. Le problème, c'est que quand il n'y a pas, et ces gens qui étaient indexés, interpellés ou cités, surtout pas interpellés, mais cités dans ces dossiers, dans ces crimes économiques, quand on les voit aujourd'hui libres et même en fonction, on parle donc de l'anomie institutionnelle. Parce que ça nous montre comment ces hommes accusés de détournement sont totalement libres
dorment tranquillement, continuent à travailler tranquillement, continuent à occuper les hautes fonctions sans être inquiétés. Vous avez aussi ce qu'on assiste aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la personnalisation du pouvoir, où finalement ceux qui sont à la tête d'institutions se passent comme des institutions elles-mêmes. Ça veut dire que quand on parle de l'institution, on ne voit plus les missions et l'institution elle-même, on voit plutôt celui qui l'incarne. Dans vous, on vous dira, par exemple, mais Gabrielle, la femme la plus forte, elle décide ceci. Alors que celui ou celle qui est à la tête d'une institution devrait simplement appliquer ce que l'institution veut être dans la société. Donc, vous avez ces cas dans la société, mais vous avez aussi la corruption aujourd'hui que l'on assiste. Et la corruption aujourd'hui, c'est connu de tout le monde, ce n'est plus un secret. Le président lui-même l'a dénoncé. On se souvient bien que lors de la rentrée judiciaire, le président de la Cour suprême l'a reconnu publiquement. C'est d'ailleurs lui qui nous informe que les enquêtes menées par le président de la République ont été bien chiffrées, avec des preuves tangibles dans un document bien concluant. C'est lui qui le dit. Et d'ailleurs, il profite de cette occasion pour demander pardon au président de la République. Ça veut dire que nous reconnaissons tous à travers ça que le pays est gangréné par la corruption et que la corruption devient une norme. Quand la justice elle-même, qui devrait frapper, qui devait lutter sévèrement contre la corruption, reconnaît d'être noyée, puisque le président l'avait dit qu'il y avait un verre dans le verre. Il disait qu'il n'y avait pas que le judiciaire, il n'y avait pas que le judiciaire dans tous les secteurs, et on le sait aussi que c'est dans tous les secteurs. Ça, ce sont des preuves qu'on est quand on n'arrive pas à arrêter, alors que les gens reconnaissent officiellement qu'il y a eu corruption dans le judiciaire, dans d'autres secteurs, quand la loi ne frappe pas, ce sont des preuves tangibles que finalement, les hommes sont au-dessus des institutions, parce que quand on sait, le judiciaire, le Parlement et même l'exécutif, le législatif, l'exécutif, nous savons quelle est la mission du législatif. Mener les enquêtes, sanctionner puisqu'ils ont le pouvoir de sanctionner. Et quand cela ne se fait pas, c'est une preuve tangible que nous sommes dans un système où l'homme est au-dessus des institutions. Et vous avez le clientélisme aussi qu'il faut mettre sur tout ça. Donc, on est malheureusement dans ces conditions où finalement la loi qui est appliquée, adoptée, n'est pas respectée et les hommes se comportent comme ils veulent. C'est aussi même au niveau des citoyens qui ne respectent pas ce qui est dicté. C'est aussi quand finalement on a fait des promesses, l'argent est débloqué pour réaliser des projets que celui ou celle qui avait la mission de les réaliser détourne les fonds et qu'il est totalement libre, ce sont des preuves de l'hégémonie de l'homme sur les institutions. Voilà un peu plus ou moins ce qu'on peut constater aujourd'hui, puisque depuis quelque temps, on parle des détournements, on parle de l'incivisme, on parle de l'impunité, mais rien n'est fait. Et c'est là où on peut comprendre l'existence, sinon la présence même de l'anomie institutionnelle. Brony, cette anomie est-elle le fruit d'un effondrement volontaire ou d'un laisser-aller généralisé? Plusieurs facteurs. C'est pour cela qu'il faut savoir que les troubles politiques dans un État ne sont pas ce qu'il faut souhaiter ou même imaginer. Je vais expliquer. C'est ce qu'il faut comprendre, que même les conflits guerriers que nous avons d'ailleurs connus dans ce pays ne sont pas à revivre, que chaque citoyen où il se trouve devrait tout faire, surtout que nous sommes en démocratie, pour éviter que le Congo, qui a connu ces conflits guerriers, ces conflits armés, ces conflits politiques qui ont troublé le pays, d'en revivre encore. Parce que, premier facteur, c'est que tout ce que nous avons connu dans ce pays depuis 93, 97, 98 et même 2000 ont totalement effondré le pays. Quand on parle de l'effondrement d'un État, il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que des statuts que nous avons érigés à l'époque, et ça est là.
il n'y a pas que mort d'homme, je ne minimise rien, il y a aussi la destruction totale des infrastructures mentales et psychologiques. Nous avons détruit nos repères éducationnels, nous avons détruit nos us et coutumes, nos traditions, nous avons détruit le savoir-faire, le savoir-être. Il faut donc tout reconstruire. Le vivre ensemble aussi. Voilà. Nous sommes partis donc de cette messe de la conférence nationale qui pensait jeter les bases d'une vraie démocratie avec le respect des uns des autres à ce que nous avons connu en 93 où, pour des raisons de positionnements individuels, pour des besoins, des conflits électoraux, nous avons connu tout ce que nous avons connu. Et finalement, le pays était totalement détruit. Et donc, tout était détruit. Les gens ont perdu les valeurs. Ceux qui sont partis en 97 n'ont pas quitté le pouvoir sur les voies démocratiques. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, nous le savons tous, n'ont pas été aussi pour les voies démocratiques. Il n'y a jamais eu en réalité de guerre comme telle, mais c'est plutôt un même peuple qui s'est déchiré, qui se battait, j'ai envie de dire, contre ou avec lui-même. Mais il y a donc l'effondrement de la République qui a permis la montée en puissance des antivaleurs. Ceux qui ont pensé à cette époque-là qu'ils étaient vainqueurs sur les autres, alors quand vous suivez le président de la République, il a toujours dit qu'il n'y a jamais eu un vainqueur sur un autre camp, mais il le regrette. C'est pour cela qu'il tient à ce que rien de pareil ne se reproduise dans ce pays. Je pense que nous sommes tous d'accord. Il n'y a jamais eu donc un camp qui était vainqueur ou qui était victorieux sur un autre camp. Mais vous avez aujourd'hui des antivaleurs qui sont nés de ce que nous avons vécu à cette époque et finalement qui se sont donné corps, qui se sont enracinés. À telle enseigne, on pense qu'aujourd'hui, on doit encore continuer de parler de récompense de ceux qui, à cette époque-là, auraient fait la guerre, auraient contribué à la restauration de la paix. Aujourd'hui encore, on parle de ceux qui pensent qu'ils auraient la légitimité, le monopole du patriotisme. Donc, ce sont eux qui sont finalement les vrais patriotes pour avoir assisté le président de la République à une certaine période de cette histoire. Malheureusement, on a réussi à faire monter ça et c'est souvent celles et ceux qui continuent à porter ou à incarner ces antivaleurs qui pensent finalement qu'ils ont le pouvoir sur les institutions. Mais vous avez aussi ce que je pense être le combat pour les intérêts personnels. Il y a des gens qui n'ont pas vécu la guerre, qui ne savent pas ce que c'est, qui sont dans ce pays, mais qui pensent finalement, quand je suis nommé à une fonction, il faut que j'en profite, moi. Donc, la géopolitique. Et moi, je pense que si la géopolitique a un point positif, la cohésion, l'unité, mais le point négatif de la géopolitique, c'est le fait que finalement, ce côté où elle contribue un peu au tribalisme. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce pays-là, on vous dira qu'on ne peut pas avoir un président de la République du Nord et un Premier ministre du Nord. Il faut forcément avoir un Premier ministre, donc un président du Nord et un Premier ministre du Sud. On ne peut pas avoir dans un même gouvernement, s'il y a 10 ministres, il faut les avoir tous du Nord ou du Sud. Donc, il faut équilibrer. Et quand on tient compte de la géopolitique, on ne nomme plus sur la base des compétences, on ne nomme plus sur la base des expériences, on nomme plutôt sur la base des ethnies qui seraient plus fortes ou encore pour contenter toutes les ethnies ou tous les départements. Et vous allez vous rendre compte qu'on choisit les leaders par rapport à ce qu'ils représentent dans leur département. Ils diront, mais tel ministre ou telle autorité ou tel compatriote, est leader dans son département, mobilise mieux, est très écouté, réalise beaucoup d'activités dans son département. Et donc, il faut à un moment donné le placer à la tête d'un ministère parce qu'il nous permettra de contenter, de satisfaire tel ou tel département. Et ça marche. Pourquoi? Parce que même ceux qui votent pendant les élections ne votent pas souvent un projet de société, ils votent parce qu'ils pensent que le président de la République a nommé l'un des leurs. Ah, notre fils, c'est comme ça qu'on dit, notre fils
est donc au gouvernement. Le président de la République a fait honneur de nommer notre fille au gouvernement, et donc ils font qu'on vote pour lui. Donc ce moment-là, vous allez vous rendre compte que celui qui est nommé n'étant pas nommé pour ses compétences, n'étant pas nommé pour ses expériences, quand il est là, il va tout faire pour contenter donc les leurs, parents qui sont dans le même département, dans la même communauté, que de servir l'État. Donc vous avez tous ces facteurs-là, toutes ces pesanteurs qui aujourd'hui constitue ce que nous sommes en train de dire, l'absence même des institutions ou encore l'absence des institutions fortes. Il y a plusieurs d'autres paramètres qu'on pouvait soulever, mais le temps ne le permet pas. René, en suivant vos dires, est-ce qu'on peut encore dire que nous sommes dans un état de droit? Le Congo est un état de droit parce que nous avons des institutions démocratiques. Ça veut dire que qui doivent exister ou qui devraient exister dans un État démocratique. Vous avez le Parlement, vous avez l'exécutif, vous avez tout ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez les lois qui existent, qui sont adoptées tous les jours ou presque. Vous avez les élections qui s'organisent chaque année, et chaque 5 ans, comme pour les présidentielles, et chaque à peu près 5 ans ou 6 ans également pour les parlementaires, chaque 3 ans renouvelables pour les sénateurs, et même les élections locales. Nous avons un État qui se veut être décentralisé. Il faut le reconnaître, le Congo est un État des droits, sur papier surtout. Mais dans la faisabilité, quand la loi n'est pas respectée, nous avons plusieurs lois dans ce pays, adoptés mais qui ne sont pas respectés. Je vous prends un cas simple. On a interdit dans ce pays la vente des sachets en plastique. Le Congo vient de réussir l'exploit diplomatique de faire adopter au niveau de l'ONU tout un programme décennal. Mais à l'intérieur, on continue de vendre des sachets. Il y a encore quelques jours, j'ai vu une femme avec un tas de sachets. Je lui dis, mais comment vous faites-vous pour s'en approvisionner? Puisque c'est interdit. Les frontières devaient être fermées pour ces choses. Cette loi n'est pas respectée. La loi contre les médicaments de la rue. Vous avez la loi sur la protection de l'enfance, la loi Portela. Vous avez aussi même la loi qui vient d'être réactualisée, la loi sur les partis politiques. Puisque on sait maintenant qu'on autorise aux partis politiques de faire les affaires, mais nous savons que hier même quand c'était pas autorisé, il y a certains partis politiques qui faisaient des affaires. Il y a beaucoup de lois comme ça. La loi sur l'interdiction de l'exportation des bois. Dans le domaine de l'assainissement, de l'eau et tout ce qu'il faut. La restauration de l'État dont on parle. La justice elle-même. Le président l'a dit. C'est-à-dire que c'est le président lui-même qui fait le constat d'abord et avant tout que la justice elle est malade, et eux-mêmes qui exercent, qui sont dans ce secteur, le reconnaissent. Donc, vous comprenez par là qu'il y a tellement de choses finalement qui montrent que le pays traverse une crise. Je n'ai pas envie de parler de crise institutionnelle, il n'y a pas de crise institutionnelle. Je suis honteux de dire, nous sommes dans un État qui vit, comme je le disais tout à l'heure, au gré des intérêts personnels, où l'institution ne représente plus rien. Et ceux qui volent et ceux qui commettent les actes de tout genre, qui sont répréhensibles par la loi, sont totalement libres. Est-ce que, Brony, les services de sécurité font réellement leur travail? On dirait d'eux, ils seraient corrompus ou démissionnaires. Est-ce vrai? Bon, vous savez, la corruption, je le disais tout à l'heure, selon ce que le président a dit, selon ce que nous constatons nous-mêmes, qu'il n'y a aucun secteur au Congo qui soit exempté, qui serait exempté de la corruption ou encore j'ai envie de dire, de la déchéance ou encore des antivaleurs. Ça n'existe pas. Même dans le domaine de la presse, si vous avez suivi ce que les journalistes ont dit sur Téleka, il y a une véritable précarité à tous les niveaux au niveau de la presse.
Et donc, on ne peut pas aujourd'hui aussi exempter, on va dire, l'appareil sécuritaire, surtout ceux qui sont chargés ceux qui s'occupent des services qui s'occupent réellement de la lutte contre les crimes économiques. Vous parlez certainement de la CID. On ne peut pas dire que finalement, ils sont propres, parce que dans tous les secteurs, rien ne marche. Mais la première question qu'il faut se poser, dans quelles conditions ils travaillent? Et si réellement, comme nous l'avons dit, que nous assistons, nous vivons l'anomie institutionnelle, il faut savoir que l'État ne commence pas par la police. C'est une structure hiérarchisée, loin d'être l'avocat. Parce que je sais aussi eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des dérives, qu'il y a des dérapages. Mais si nous avons, même pour qu'un policier soit corrompu, il faut qu'il soit sur le terrain pour être corrompu. Donc, on peut comprendre, si vous dites qu'ils sont corrompus, ils seraient corrompus, ça veut dire qu'ils étaient sur le terrain quand même. Ça veut dire qu'ils ont voulu faire leur travail. Mais il y a plusieurs qui ont fait leur travail, qui ont mené des enquêtes concluantes, mais c'est pas aux policiers de décider de qui va être condamné et qui ne va pas l'être. Parce que le policier peut dire, OK, nous avons surpris tel citoyen en flagrant délit de vol ou c'est pas de crime économique. Mais le juge, s'il dit que le monsieur est innocent, que va dire le policier? C'est ça le problème. Mais si le policier mène une enquête, il dit que toutes les preuves sont là et que l'homme politique qui a la tête, qui dit, on arrête, on n'en parle pas, qu'attendez-vous de ce policier? Nous savons qu'il y a des policiers qui ont commencé à mener les enquêtes, qui les ont abandonnés, simplement parce qu'il y a un coup de fil. Je vous prends un cas simple, loin d'être leur avocat, parce que je le répète, qu'il y a trop de dérapages. On a lancé dans ce pays l'opération Coup de poing, n'est-ce pas? Oui. Pour lutter contre le bébé noir. Lancé en grande pompe. Et nous avons vu aussi les gendarmes et les policiers sur le terrain. Traqués, arrêtés, interpellés. Aujourd'hui, il y a une sorte de prison non conventionnelle qui existe à Brazzaville. Nous le savons tous, le procureur de la République au Congo-Kala a plus d'une fois visité ces jeunes, à Texaco, donc à Windsor. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore pris note pour officialiser ce lieu de détention, pour en faire une prison réellement conventionnelle, sinon légale. Jusqu'ici, pendant qu'on parle. Ça veut dire que le policier qui a interpellé ces jeunes pensait qu'il peut être tranquille de constater que plusieurs mois après, ces jeunes sont toujours là, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Donc, le travail du policier, s'il n'est pas suivi par le travail de la justice, il serait difficile que l'on constate l'efficacité du travail qu'ils font. Nous parlons de l'absence de l'efficacité des institutions. Mais si les hommes sont plus forts que les institutions, comment un policier peut réussir sa mission? Puisque dans ce pays, il y a des hommes qui appellent les policiers parfois, écoute, il y a un tel qui m'a insulté, allez le prendre. Mais quand le policier dit je ne peux pas le faire parce que selon les règles, selon les lois, ce n'est pas possible, ça coûte souvent le poste ou encore c'est une punition. Ça, je suis juste en train de supputer, je suis en train de réfléchir, d'analyser les faits, sans pourtant vous dire que mais c'est exactement ce que se fait. Et mais si c'est cela, ok. Donc, à un moment donné, oui, cette police-là manque beaucoup de choses. Quand on a eu la chronique sur les réseaux sociaux et tout ce qu'il fallait, nous avons dit ici, il faut que la police soit équipée aujourd'hui équipée des nouvelles technologies. Il faut qu'elle soit équipée de nouvelles technologies. Ça veut dire que cette police qui est capable d'avoir ce qu'il faut pour travailler, il faut qu'il ait les moyens. Il faut qu'il y ait la formation. Il faut qu'il y ait de la pédagogie pour éviter les dérapages. Il faut aussi tout faire pour éviter la corruption dans ce secteur, sinon dans cette profession, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc, on ne va pas aujourd'hui prendre la police pour responsable, j'ai envie de dire, de l'hégémonie ou encore de l'anomie institutionnelle. Non, le mal est ailleurs. Le mal est ailleurs. Brony, nous savons que le président de la République, c'est lui le chef même de la nation. On le reprocherait d'être passif et ne sanctionnerait pas
Est-ce que c'est cela que nous vivons? Oui, c'est ce qui se constate, c'est ce qui se fait parce que quand on a parlé des détournements, et surtout pour ce qui concerne des hauts fonctionnaires qui sont nommés par décret surtout, tout ce qu'on attend, c'est qu'ils soient virés d'abord, qu'ils soient interpellés, qu'ils soient jugés. Et la décision vient souvent du président de la République, il n'y a que lui, en réalité, qui peut donc nommer à ses hautes fonctions, donc le président de la République et le Premier ministre, hein, qui peuvent nommer donc à ces hautes fonctions et qui peuvent sanctionner et qui peuvent même à un certain moment livrer entre guillemets à la justice certains ministres qui seraient donc accusés ou indexés dans ces crimes que nous disons crimes économiques et autres. Au niveau du Parlement, nous avons déjà assisté plus d'une fois, même si on sait que ça n'a pas toujours été ce qu'il fallait, la levée des immunités parlementaires dans ce pays. Donc il y a des procédures, mais tout dépend en réalité du président de la République. Mais vous savez que le président de la République, quand il parle de lui, il est fier de ses origines. Il est fier de ce qu'il a été, de ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un chef d'abord coutumier et aujourd'hui un chef de l'État qui connaît l'implication, le rôle d'un chef d'État. Il sait que quand on est chef de famille, quand ton enfant a commis, c'est vous qui êtes responsable. Quand votre femme a commis quelque part, c'est vous qui êtes responsable. Si votre frère, vous êtes sœur, a péché, c'est vous qui êtes. Il sait son niveau de responsabilité. Même si nous pensons qu'à un moment donné, il joue un rôle d'opposant, il dénonce certains faits sans pourtant blâmer et sanctionner, mais il sait qu'en grande partie, sinon c'est lui, en partie, le responsable de ce que nous vivons. Parce que je pense qu'il n'a jamais imaginé le Congo que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand vous lisez, permettez-moi ces redondances, quand vous lisez d'abord son livre, je reviens souvent sur ça, Le manguier, la souris et le fleuve, et quand vous lisez son projet de société, la vision qu'il partage depuis des années, c'est qu'il veut d'un Congo prospère, il veut d'un peuple heureux. Ça veut dire qu'il n'a jamais voulu du Congo que nous vivons, où aujourd'hui les antivaleurs dominent surtout, où les hommes deviennent plus forts que les institutions. Il connaît donc son niveau de responsabilité. Mais après, j'ai envie de dire, ça c'est un point de vue en tant que journaliste, que l'institution président de la République est un instrument de stabilité comme aussi un instrument d'instabilité. Je m'explique. Quand elle est bien sécurisée, bien garantie, bien protégée, ça garantit la stabilité de tout un État, de tout un État. Il suffit juste un jour que l'on touche à cette institution, que l'on déstabilise cette institution, tout un État va être déstabilisé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut éviter avec des conflits. Vous avez vu aujourd'hui, vous allez dire, ok, ben, on a réussi à se débarrasser dans d'autres États de ceux qu'on appelait des dictateurs et tout ça. Mais vous allez vous rendre compte jusqu'aujourd'hui, même en Afrique, dans tous les États où il y a des coups d'État, l'instabilité perdure. On peut bien beau parler du panafricanisme, de ce qu'on veut pour l'Afrique, mais on sait qu'aujourd'hui, dans un monde aussi globalisé, les problèmes perdurent dans les États où il y a eu les coups d'État. C'est comme aussi dans les États où il n'y a jamais eu de coup d'État, on constate aussi la pauvreté galopante. On constate aussi la dictature. On constate aussi un peuple qui est pris en otage. Mais c'est pour dire quoi que, à un moment donné, nous sommes dans un état, comme je le disais tout à l'heure, il y a des hommes qui sont devenus des monstres. Et qui pensent qu'aujourd'hui, quand vous les sanctionnez, ils sont capables de tout. D'agir d'une manière ou d'une autre. Donc, à un moment donné, les gens disent que la paix n'a pas de prix, mais aujourd'hui, au Congo, la paix nous coûte extrêmement cher. À la fois, il faut fermer les yeux sur beaucoup de fautes. Parce que, quand je vous parle tout à l'heure de la géopolitique, quand on sanctionne un cadre d'un département, vous allez vous rendre compte que celles et ceux qui ont appelé à la traque, celles et ceux qui ont appelé aux poursuites judiciaires contre les crimes économiques ou n'importe quel crime, contre l'un de leurs est traqué et accusé, vous allez vous rendre compte que ce conflit deviendra ethnique. L'on dira comment le président de la République peut permettre de traquer l'un des nôtres. Pourquoi pas là-bas, dans tel environnement, dans tel département, il y a aussi des gens qui volent depuis des années. Pourquoi ne sont-ils jamais sanctionnés? C'est tout un peuple d'un département qui
aujourd'hui accapare ou encore s'octroie ou encore finalement porte ce combat. Finalement, ce serait difficile parce que nous sommes dans un système de géopolitique. Il faut satisfaire toutes les ethnies, il faut satisfaire finalement. On a vu ça dans ce pays où on s'est rendu compte que tout le gouvernement a été fait, mais finalement, dans un département, il manquait un ministre. Donc, il n'y a pas eu de ministre dans tel département. Il fallait une liste additive pour que ce département-là soit contenté, puisque le département n'était pas content quand le gouvernement a été fait. Donc, aujourd'hui, ce sont des pesanteurs qui bloquent le fonctionnement du pays. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système où finalement, les hommes étant forts plus que les institutions, et si vous sanctionnez un tel, ça devient compliqué. Donc, il faut préserver la stabilité, il faut préserver cette paix, mais malheureusement, j'ai envie de dire, préserver cette paix, malheureusement, mais il faut donc sanctionner à la limite, il faut donc accepter de fermer les yeux, accepter de laisser les gens faire, parce qu'à chaque fois qu'on attaque, les gens réagissent. Brony, vous dites tout à l'heure, il faut fermer les yeux dans beaucoup des choses. Est-ce que cela ne va pas permettre à ce que les populations souffrent le plus belle? Quand je dis fermer les yeux, je ne dis pas ici que le président de la République doit fermer les yeux. Je vous explique pourquoi à un moment donné, on ne peut pas vraiment sanctionner dans ce pays. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas, monsieur le président de la République, il faut fermer les yeux. Non, je ne dis pas ça. Je dis, puisqu'il ne ferme pas les yeux, il sait ce qui se passe, il est suffisamment informé, il le dit depuis plusieurs années d'ailleurs, il connaît lesquels volent. Mais à un moment donné, la paix nous coûte tellement cher que pour la préserver et pour ne pas payer le prix que la paix nous demande puisqu'on n'en a pas, il faut donc ces sacrifices à un moment donné où vous laissez les choses se faire sans rien faire. Oui, mais c'est la population qui souffre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est dit dans la Constitution? Le pouvoir, sinon l'État, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais quand le peuple n'est plus pris en compte, n'est pas associé dans la prise de mesure, quand le peuple n'est plus satisfait ou n'est pas satisfait, mais on ne peut pas parler d'un pouvoir qui appartient au peuple. À votre avis, quel danger représente cette situation pour l'avenir du pays? Ça veut dire que l'aigreur, le malaise que crée l'absence des institutions fortes, j'ai envie de dire le fait qu'aujourd'hui le pouvoir, comme on le dit, se dilue dans les couloirs. J'ai encore envie de dire que finalement, je parlais d'une administration grippée. Mais il faut s'attendre à ce que, finalement, que les antivaleurs prennent le dessus sur tout. Il faut s'attendre un jour que finalement, étant fatigué, que la population réagisse d'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne souhaite nullement quoi que ce soit, mais je vous dis que si on ne prend pas garde, c'est-à-dire que si on ne prend pas les précautions, ça va créer, nous sommes dans une sorte d'injustice sociale où depuis plusieurs années, sans compétence, sans expérience, sans aucune motivation professionnelle, certains sont là depuis des années en train de piller, en train de mal faire, en train de détourner et détourner même les projets sociaux. Ils continuent de s'enrichir frauduleusement. Et de l'autre côté, vous avez cette population qui continue de croupir dans la misère. La finalité, ça veut dire quoi? Il y a une crise de méfiance qui va naître entre le sommet et la base. La population ne va plus faire confiance au sommet, à ses dirigeants. Vous allez, comme je l'ai dit, va naître l'injustice sociale. Les conséquences de l'injustice sociale, nous le savons tous. Ça veut dire quoi? Il peut avoir l'effet contagion. Finalement, la population dit, nous aussi, on peut se comporter de la même manière. Il y a une autre conséquence, c'est que nous ne réussirons jamais et jamais à développer ce pays.
à apporter des réformes qu'il faut. Vous avez constaté avec cette histoire d'électricité, vous avez constaté dans d'autres domaines, même du transport, comment les réformes sont boudées, soit parce que ces réformes sont prises ou sont faites pour des intérêts personnels, soit finalement, ceux qui sont à la base pensent que finalement, nous n'avons pas besoin de ces réformes parce que nous nous sentons confortablement assis dans ce que nous faisons. Donc, vous aurez ce que je suis en train de vous dire, l'impunité qui va grandir, la pauvreté, tous les projets dont on veut réaliser dans ce pays ne seront jamais réalisés, les réformes qu'on veut apporter ne vont jamais atteindre leur maturité parce que nous sommes dans un pays où les hommes passent avant les institutions, et c'est comme ça qu'on va vivre pendant longtemps, loin même de parler de soulèvement de quoi que ce soit. Non, mais il y a que ça. Donc l'impunité qui va s'enraciner, la pauvreté va s'enraciner, le développement dont on rêve, l'émergence dont on rêve tous, on va jamais l'atteindre. Vous avez donc des réformes qu'on veut appliquer, puis vous avez le Premier ministre qui pense à tout prix, puisqu'il en parle depuis des années, même dans ses ouvrages, d'apporter les réformes, puisque c'est que par les réformes que le Congo peut réellement partie de ce que nous vivons pour devenir véritablement un pays développé. Il sera buté simplement parce que aujourd'hui les hommes sont devenus plus forts. Je vous prends un cas simplement pour un cas simple. Je vous prends un probant sur le football. Aujourd'hui, le Congo est sanctionné par la FIFA. Et si on ne fait rien, le Congo va être totalement supprimé de la FIFA. Donc on ne parlera plus du Congo dans le football. Le football est pris en otage par des hommes qui gèrent leurs égos, par des individus qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'État, par des individus qui pensent que les institutions ne servent à rien, par des individus qui pensent que finalement, on peut nous décider à la place des institutions. C'est ça, c'est quand on dit de l'anomie institutionnelle. Voilà ce que je peux dire à propos, pour répondre à votre question. Une dernière question pour clore notre chronique de ce soir. Brony, quelques pistes de solutions? Vous avez déjà commencé à évoquer quelques-unes? Oui, j'ai déjà commencé à évoquer les pistes de solutions. Il faut le savoir que ça doit partir de la restauration de l'autorité de l'État. Si vous avez suivi le président burkinabé Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a répondu à la grande interview de la presse locale sur son l'an 1 au pouvoir, il a dit ceci, que il y a trop de pression contre un président de la République d'un pays africain. Il dit que même à l'interne, il a eu des hommes d'affaires burkinabés qui lui ont proposé des marchés dans lesquels il devait avoir un pourcentage de 5-10% toute sa vie. Mais il fallait leur céder la gestion de certains patrimoines publics, l'aéroport, les hôpitaux. Il y a aussi la pression internationale. Ça veut dire que les solutions partiront de la restauration de l'autorité. Ça veut dire qu'il faut mettre les intérêts personnels au second plan. Même les effacer. Même les effacer. Il y a un ministre qui me l'a dit, il me l'a rappelé, un ministre est un serviteur. C'est pas ce que nous voyons ici au Congo, ils sont pas des serviteurs. Un serviteur. Ça veut dire que, comme la Bible le dit, et Jésus l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour servir. Quand on aura compris ça, que chaque citoyen qui est nommé à chaque niveau de responsabilité, au lieu qu'il penche sa poche, au lieu qu'il pense aussitôt arriver à construire, à acheter des véhicules, en avoir plusieurs, et qu'il détourne l'argent qui est destiné au projet public pour ses propres intérêts, si nous n'arrivons pas à le faire, si nous ne pensons pas que je ne suis qu'un passager, que les institutions existent et existeront toujours, que je partirai et que l'État restera, que je dois servir l'institution et non me servir, nous aurons le problème. Donc les solutions sont ça, c'est celle-ci, c'est ce que je propose. Merci Brony pour toute cette analyse. Je vous en prie. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro dans les Chroniques des BFM. Portez-vous bien.